La Terre, partie 14 du livre audio, chapitre 3 de la partie 5 du roman. Les labours d'hiver tiraient à leur fin, et par cet après-midi de février, sombre et froide, Jean, avec sa charrue, venait d'arriver à sa grande pièce des Cornailles, où il lui restait à faire 2 bonnes heures de besogne. C'était un bout de la pièce qu'il voulait semer de blé, une variété écossaise de poulard, une tentative que lui avait conseillée son ancien maître Hourdequin, en mettant même à sa disposition quelques hectolitres de semences. Tout de suite, Jean enraya à la place où il avait dérayé la veille. Et, faisant mordre le soc, les mains aux mancherons de la charrue, il jeta à son cheval le cri rauque dont il l'excitait. « Dia, hu, hep !» Des pluies battantes, après de grands soleils, avaient durci l'argile du sol, si profondément que le soc et le coutre détachaient avec peine la bande qu'ils tranchaient dans ce labour à plein fer. On entendait la motte épaisse grincer contre le versoir qui la retournait, enfouissant au fond le fumier dont une couche étalée couvrait le champ. Parfois, un obstacle, une pierre, donnait une secousse. « Dia, hu, hep !» Et Jean, de ses bras tendus, veillait à la rectitude parfaite du sillon, si droit qu'on l'aurait dit tracé au cordeau, tandis que son cheval, la tête basse, les pieds enfoncés dans la raie, tirait d'un train uniforme et continu. Lorsque la charrue s'empâtait, il en détachait la boue et les herbes d'un branle de ses 2 poings. Puis, elle glissait de nouveau en laissant derrière elle la terre mouvante et comme vivante, soulevée, grasse, à nu jusqu'aux entrailles. Quand il fut au bout du sillon, il tourna, en commença un autre. Bientôt, une sorte de griserie lui vint de toute cette terre remuée qui exhalait une odeur forte, l'odeur des coins humides où fermentent les germes. Sa marche lourde, la fixité de son regard, achevait de l'étourdir. Jamais il ne devait devenir un vrai paysan. Il n'était pas né dans ce sol, il restait l'ancien ouvrier des villes, le troupier qui avait fait la campagne d'Italie. Et ce que les paysans ne voient pas, ne sentent pas, lui le voyait, le sentait, la grande paix triste de la plaine, le souffle puissant de la terre, sous le soleil et sous la pluie. Toujours il avait eu des idées de retraite à la campagne. Mais quelle sottise de s'être imaginé que, le jour où il lâcherait le fusil et le rabot, la charrue contenterait son goût de la tranquillité. Si la terre était calme, bonne à ceux qui l'aiment, les villages collés sur elle comme des nids de vermine, les insectes humains vivant dans sa chair, suffisaient à la déshonorer et à en empoisonner l'approche. Il ne se souvenait pas d'avoir souffert autant que depuis son arrivée, déjà lointaine, à la borderie. Jean dut soulever un peu les mancherons pour donner de l'aisance. Une légère déviation du sillon lui causa de l'humeur. Il tourna, s'appliqua davantage en poussant son cheval. « Dia, hu, hep !» Oui, que de misère en ces 10 années. D'abord, sa longue attente de Françoise. Ensuite, la guerre avec les Buteau. Pas un jour ne s'était passé sans vilaine chose. Et, à cette heure qu'il avait Françoise, depuis 2 ans, qu'ils étaient mariés, pouvait-il se dire vraiment heureux? S'il l'aimait toujours, lui, il avait bien deviné qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle ne l'aimerait jamais, comme il aurait désiré l'être, à plein bras, à pleine bouche. Tous deux vivaient en bon accord. Le ménage prospérait, travaillait, économisait. Mais ce n'était point ça, il la sentait loin, froide, occupée d'une autre idée, au lit, quand il la tenait. Elle se trouvait enceinte de 5 mois, un de ces enfants faits sans plaisir, qui ne donnent que du mal à leur mère. Cette grossesse ne les avait même pas rapprochés. Ils souffraient surtout d'un sentiment de plus en plus net, éprouvé le soir de leur entrée dans la maison, le sentiment qu'il demeurait un étranger pour sa femme. Un homme d'un autre pays,
poussé ailleurs, on ne savait où, un homme qui ne pensait pas comme ceux de Rognes, qui lui paraissait bâti différemment, sans lien possible avec elle, bien qu'il l'eût rendue grosse. Après le mariage, exaspérée contre les Buteau, elle avait, un samedi, rapporté de Cloyes une feuille de papier timbré, afin de tout laisser par testament à son mari, car elle s'était fait expliquer comment la maison et la terre retourneraient à sa sœur si elle mourait avant d'avoir un enfant, l'argent et les meubles entrant seuls dans la communauté. Puis, sans lui donner aucune explication à ce sujet, elle semblait s'être ravisée. La feuille était encore dans la commode, toute blanche. Et il en avait ressenti un grand chagrin secret, non qu'il fût intéressé, mais il voyait là un manque d'affection. D'ailleurs, aujourd'hui que le petit allait naître, à quoi bon un testament? Il n'en avait pas moins le cœur gros. Chaque fois qu'il ouvrait la commode et qu'il apercevait le papier timbré, devenu inutile. Jean s'arrêta, laissa souffler son cheval. Lui-même secouait son étourdissement dans l'air glacé. D'un lent regard, il regarda l'horizon vide, la plaine immense, où d'autres attelages, très loin, se noyaient sous le gris du ciel. Il fut surpris de reconnaître le père Fouan qui venait de Rognes par le chemin neuf, cédant encore à quelques souvenirs, à un besoin de revoir un coin de champ. Puis il baissa la tête, il s'absorba une minute dans la vue du sillon ouvert, de la terre éventrée à ses pieds. Elle était jaune et forte au fond. La motte retournée avait apporté à la lumière comme une chair rajeunie, tandis que, dessous, le fumier s'enterrait en un lit de fécondation grasse. Et ses réflexions devenaient confuses. La drôle d'idée qu'on avait eue de fouiller ainsi le sol pour manger du pain, l'ennui où il était de ne pas se sentir aimé de Françoise, d'autres choses plus vagues sur ce qui poussait là, sur son petit qui naîtrait bientôt, sur tout le travail qu'on faisait sans en être souvent plus heureux. Il reprit les mancherons, il jeta son cri guttural. « Dia, hu, hep !» Jean achevait son labour lorsque Delhomme, qui revenait à pied d'une ferme voisine, s'arrêta au bord du champ. « Dites donc, caporal, vous savez la nouvelle ? Paraît qu'on va avoir la guerre. » Il lâcha la charrue, il se releva, saisit, étonné du coup qu'il recevait au cœur. « La guerre ? Comment ça ? Mais avec les Prussiens, à ce qu'on m'a dit, c'est dans les journaux. » Les yeux fixes, Jean revoyait l'Italie, les batailles de là-bas, ce massacre dont il avait été si heureux de se tirer sans une blessure. À cette époque, de quelle ardeur il aspirait à vivre tranquille dans son coin. Et voilà que cette parole, criée d'une route par un passant, cette idée de la guerre lui allumait tout le sang du corps. « Dame, si les Prussiens nous emmerdent, on ne peut pas les laisser se foutre de nous. » Delhomme n'était pas de cet avis. Il hocha la tête, il déclara que ce serait la fin des campagnes si l'on y revoyait les Cosaques, comme après Napoléon. Ça ne rapportait rien, de se cogner, valait mieux s'entendre. « Ce que j'en dis, c'est pour les autres. J'ai mis de l'argent chez monsieur Baille-Hache. Quoi qu'il arrive, Nénès, qui tire demain, ne partira pas. » Bien sûr, conclut Jean, calmé. C'est comme moi, qui ne leur dois plus rien et qui suis marié à cette heure. Je m'en fiche qu'ils se battent. Ah, c'est avec les Prussiens. Eh bien, on leur allongera une raclée, voilà tout. Bonsoir, caporal. Bonsoir. Delhomme repartit, s'arrêta plus loin pour crier de nouveau la nouvelle, la cria plus loin une troisième fois. Et la menace de guerre prochaine vola par la Beauce dans la grande tristesse du ciel de cendre. Jean, ayant terminé, eut l'idée d'aller tout de suite à la borderie chercher la semence promise. Il détela, laissa la charrue au bord du champ, sauta sur son cheval. Comme il s'éloignait, la pensée de Fouan lui revint. Il le chercha et ne le trouva plus. Sans doute, le vieux s'était mis à l'abri du froid, derrière une meule de paille, resté dans la pièce au buteau.
À la borderie, après avoir attaché sa bête, Jean appela inutilement. Tout le monde devait être en besogne dehors. Et il était entré dans la cuisine vide. Il tapait du poing sur la table lorsqu'il entendit enfin la voix de Jacqueline monter de la cave où se trouvait la laiterie. On y descendait par une trappe qui s'ouvrait au pied même de l'escalier, si mal placée qu'on redoutait toujours des accidents. « Hein ? Qui est-ce » Il s'était accroupi sur la première marche du petit escalier raide, et elle le reconnut d'en bas. « Tiens, caporal !» Lui aussi la voyait, dans le demi-jour de la laiterie, éclairée par un soupirail. Elle travaillait là, au milieu des jattes, des crémoires, d'où le petit lait s'en allait goutte à goutte, dans une auge de pierre. Et elle avait les manches retroussées jusqu'aux aisselles. Ses bras nus étaient blancs de crème. « Descends donc, est-ce que je te fais peur ?» Elle le tutoyait comme autrefois. Elle riait de son air de fille engageante. Mais lui, gêné, ne bougeait pas. « C'est pour la semence que le maître m'a promise. »« Ah oui, je sais. Attends, je monte. » Et, quand elle fut au grand jour, il la trouva toute fraîche, sentant bon le lait, avec ses bras nus et blancs. Elle le regardait de ses jolis yeux pervers. Elle finit par demander, d'un air de plaisanterie. « Alors, tu ne m'embrasses pas ? Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on doit être malpoli. » Il l'embrassa, en affectant de faire claquer fortement les 2 baisers sur les joues pour dire que c'était simplement de bonne amitié. Mais elle le troublait, des souvenirs lui remontaient de tout le corps dans un petit frisson. Jamais avec sa femme, qu'il aimait tant, il n'avait éprouvé ça. « Allons, viens, reprit Jacqueline. Je vas te montrer la semence. Imagine-toi que la servante elle-même est au marché. » Elle traversa la cour, entra dans la grange au blé, tourna derrière une pile de sacs. Et c'était là, contre le mur, en un tas que des planches maintenaient. Il l'avait suivie. Il étouffa un peu de se trouver ainsi seul avec elle au fond de ce coin perdu. Tout de suite, il affecta de s'intéresser à la semence, une belle variété écossaise de poulard. « Oh, qu'il est gros !» Mais elle eut son roucoulement de gorge. Elle le ramena vite au sujet qui l'intéressait. « Ta femme est enceinte. Vous vous en donnez, hein ? Dites donc, est-ce que ça va avec elle ? Est-ce que c'est aussi gentil qu'avec moi ?» Il devint très rouge. Elle s'en amusa, enchantée de le bouleverser de la sorte. Puis elle parut s'assombrir, sous une pensée brusque. « Tu sais, moi, j'ai eu bien des ennuis. Heureusement que c'est passé et que j'en suis sortie à mon avantage. » En effet, un soir, Hourdequin avait vu tomber à la borderie son fils Léon, le capitaine, qui ne s'y était pas montré depuis des années. Et, dès le premier jour, ce dernier, venu pour savoir, fut renseigné lorsqu'il eut constaté que Jacqueline occupait la chambre de sa mère. Un instant, elle trembla, car l'ambition l'avait prise de se faire épouser et d'hériter de la ferme. Mais le capitaine commit la faute de jouer le vieux jeu. Il voulut débarrasser le père en se faisant surprendre chez lui, couché avec elle. C'était trop simple. Elle étala une vertu farouche. Elle poussa des cris, versa des larmes, déclara à Hourdequin qu'elle s'en allait, puisqu'elle n'était plus respectée dans sa maison. Il y eut une scène atroce entre les 2 hommes. Le fils essaya d'ouvrir les yeux du père, ce qui acheva de gâter les choses. 2 heures plus tard, il repartit. Il cria sur le seuil qu'il aimait mieux tout perdre et que, s'il rentrait jamais, ce serait pour faire sortir cette catin à coups de botte. L'erreur de Jacqueline dans son triomphe fut alors de croire qu'elle pouvait tout risquer. Elle signifia à Hourdequin qu'après des vexations pareilles, dont le pays clabaudait, elle se devait de le quitter s'il ne l'épousait pas. Même, elle commença à faire sa malle. Mais le fermier, encore bouleversé de sa rupture avec son fils, d'autant plus furieux qu'il se donnait secrètement tort et que son cœur saignait, faillit l'assommer d'une paire de gifles. Et elle ne parla plus de partir. Elle comprit qu'elle s'était trop pressée. Maintenant, du reste, elle était la maîtresse absolue, couchant ouvertement dans la chambre conjugale, mangeant à part avec le maître, commandant, réglant les comptes, ayant les clés de la caisse,
si despotique qu'il la consultait sur les décisions à prendre. Il déclinait, très vieilli. Elle espérait bien vaincre ses révoltes dernières, l'amener au mariage quand elle aurait achevé de l'user. En attendant, comme il avait juré de déshériter son fils, dans le coup de sa colère, elle travaillait pour le décider à un testament en sa faveur. Et elle se croyait déjà propriétaire de la ferme, car elle lui en avait arraché la promesse, un soir, au lit. « Depuis des années que je m'esquinte à l'amuser, conclut-elle, tu comprends que ce n'est pas pour ses beaux yeux. » Jean ne put s'empêcher de rire. Tout en parlant, d'un geste machinal, elle avait enfoncé ses bras nus dans le blé, et elle les en retirait, les y replongeait, poudrant sa peau d'une poudre fine et douce. Il regardait ce jeu. Il fit à voix haute une réflexion qu'il regretta ensuite. « Et avec Tron, ça va toujours ?» Elle ne parut pas blessée. Elle parla librement, comme à un vieil ami. « Ah, je l'aime bien, cette grande bête, mais il n'est guère raisonnable, vrai. Est-ce qu'il n'est pas jaloux ? Oui, il me fait des scènes. Il ne me passe que le maître, et encore. Je crois qu'il vient écouter la nuit si nous dormons. » De nouveau, Jean s'égayait, mais elle ne riait pas, elle, ayant une peur secrète de ce colosse, qu'elle disait sournois et faux, ainsi que tous les percherons. Il l'avait menacée de l'étrangler si elle le trompait. Aussi n'allait-elle plus avec lui qu'en tremblant, malgré le goût qu'elle gardait pour ses gros membres. Elle, toute fluette, qui l'aurait écrasée entre son pouce et ses 4 doigts. Puis, elle eut un joli haussement d'épaule, comme pour dire qu'elle en avait mangé d'autres. Et elle reprit, souriante. « Dis, caporal, ça marchait mieux avec toi. Nous étions si d'accord. » Sans le quitter de ses yeux plaisants, elle s'était remise à brasser le blé. Lui se trouvait reconquis, oubliait son départ de la ferme, son mariage, l'enfant qui allait naître. Il lui saisit les poignets, au fond de la semence. Il remonta le long de ses bras, veloutés de farine, jusqu'à sa gorge d'enfant, que l'abus de l'homme semblait durcir. Et c'était ce qu'elle voulait, depuis qu'elle l'avait aperçu, en haut de la trappe, un regain de sa tendresse d'autrefois, le mauvais plaisir aussi de le reprendre à une autre femme, une femme légitime. Déjà, il l'empoignait, il la renversait sur le tas de blé, pâmée, roucoulante, lorsqu'une haute et maigre figure, celle du berger Soulas, apparut derrière les sacs, toussant violemment et crachant. D'un bond, Jacqueline s'était relevée, tandis que Jean, essoufflé, bégayait. « Eh bien, c'est ça, je reviendrai en chercher 5 hectolitres. »« Oh, est-il gros, est-il gros ?» Elle, rageuse, regardant le dos du berger qui ne s'en allait pas, murmura, les dents serrées. « C'est trop, à la fin. Même quand je me crois seule, il est là qui m'embête. Ce que je vais te le faire flanquer dehors. » Jean, refroidi, se hâta de quitter la grange et détacha son cheval dans la cour, malgré les signes de Jacqueline, qui l'aurait caché au fond de la chambre conjugale plutôt que de renoncer à son envie. Mais, désireux de s'échapper, il répéta qu'il reviendrait le lendemain. Il partait à pied, tenant sa bête par la bride, quand Soulas, sorti pour l'attendre, lui dit à la porte. « C'est donc la fin de l'honnêteté, que, toi aussi, tu y retournes ? Rends-lui le service, alors, de la prévenir qu'elle ferme son bec, si elle ne veut pas que j'ouvre le mien. Ah, il y en aura, du grabuge, tu verras. » Mais Jean passa outre avec un geste brutal, refusant de s'en mêler davantage. Il était plein de honte, irrité de ce qu'il avait manqué faire. Lui, qui croyait bien aimer Françoise, il n'avait plus jamais près d'elle de ces coups bêtes de désir. Était-ce donc qu'il aimait mieux Jacqueline ? Cette garce lui avait-elle laissé du feu sous la peau ? Tout le passé se réveillait, sa colère s'accrut lorsqu'il sentit qu'il retournerait la voir, malgré sa révolte. Et, frémissant, il sauta sur son cheval. Il galopa afin de rentrer plus vite à Rognes. Justement, cet après-midi-là, Françoise eut l'idée d'aller faucher un paquet de luzerne pour ses vaches. C'était elle d'habitude qui faisait ce travail, et elle se décidait en songeant qu'elle trouverait là-haut son homme, au labour.
car elle n'aimait guère s'y hasarder seule, dans la crainte de s'y coudoyer avec les Buteau qui, enragés de ne plus avoir toute la pièce à eux, cherchaient continuellement de mauvaises querelles. Elle prit une faux, le cheval rapporterait le paquet d'herbes. Mais, comme elle arrivait aux cornailles, elle eut la surprise de ne point apercevoir Jean, qu'elle n'avait pas averti du reste. La charrue était là, où pouvait-il bien être, lui ? Et ce qui acheva de l'émotionner fortement, ce fut de reconnaître Buteau et Lise, debout devant le champ, agitant les bras, l'air furieux. Sans doute ils venaient de s'arrêter au retour de quelque village voisin, endimanchés, les mains libres. Un instant, elle fut sur le point de tourner les talons, puis elle s'indigna de cette peur. Elle était bien la maîtresse d'aller à sa terre. Et elle continua de s'approcher, la faux sur l'épaule. La vérité était que, lorsque Françoise rencontrait ainsi Buteau, surtout seule, elle en demeurait bouleversée. Depuis 2 ans, elle ne lui adressait plus la parole, mais elle ne pouvait le voir sans en éprouver un élancement dans tout son corps. C'était peut-être bien de la colère, peut-être bien autre chose aussi. À plusieurs reprises, sur ce même chemin, comme elle se rendait à sa luzernière, elle l'avait de la sorte aperçu devant elle. Il tournait la tête, 2, 3 fois, pour la regarder de son œil gris taché de jaune. Un petit frisson la prenait. Elle hâtait le pas malgré son effort, tandis qu'il ralentissait le sien. Et elle passait à son côté, leurs yeux se fouillaient une seconde. Puis elle avait le trouble de le sentir derrière son dos. Elle se raidissait, ne savait plus marcher. Lors de leur dernière rencontre, elle s'était effarée au point de s'étaler tout de son long, embarrassée par son ventre de femme grosse, en voulant sauter de la route dans sa luzerne. Lui avait éclaté de rire. Le soir, lorsque Buteau raconta méchamment à Lise la culbute de sa sœur, tous les deux eurent un regard où luisait la même pensée. Si la gueuse s'était tuée avec son enfant, le mari n'avait rien, la terre et la maison leur faisaient retour. Ils savaient, par la grande, l'aventure du testament différé, devenu inutile depuis la grossesse. Mais eux n'avaient jamais eu de chance, pas de danger que le sort les débarrassât de la mère et du petit. Et ils y revinrent en se couchant, histoire simplement d'en causer, car ça ne tue pas les gens de parler de leur mort. Une supposition que Françoise fût morte sans héritier, comme tout s'arrangeait, quel coup de justice du bon Dieu. Lise, empoisonnée de sa haine, finit par jurer que sa sœur n'était plus sa sœur, qu'elle lui tiendrait la tête sur le billot s'il ne s'agissait que de ça pour rentrer dans leur chez eux, d'où la salope les avait si dégoûtamment chassés. Buteau, lui, ne se montrait pas gourmand, déclarait que ce serait déjà gentil de voir le petit claquer avant de naître. Cette grossesse surtout l'avait irrité. Un enfant, c'était la fin de son espoir têtu, la perte définitive du bien. Alors, comme ils se mettaient au lit tous deux et qu'elle soufflait la chandelle, elle eut un rire singulier. Elle dit que tant que les mioches ne sont pas venus, ils peuvent ne pas venir. Un silence régna dans l'obscurité. Puis, il demanda pourquoi elle lui disait ça. Collée contre lui, la bouche à son oreille, elle lui fit un aveu. Le mois dernier, elle avait eu l'embêtement de s'apercevoir qu'elle se trouvait de nouveau pincée, si bien que, sans le prévenir, elle avait filé chez la Sapin, une vieille de Magnolle qui était sorcière. Encore enceinte, merci, il l'aurait bien reçue. La Sapin, avec une aiguille, tout simplement, l'avait débarrassée. Il l'écoutait, sans approuver, sans désapprouver, et son contentement ne perça que dans la façon goguenarde dont il exprima l'idée qu'elle aurait dû se procurer l'aiguille, pour Françoise. Elle s'égaya aussi, le saisit à plein bras, lui souffla que la Sapin enseignait une autre manière. Oh, une manière si drôle, hein ? Laquelle, donc ? Eh bien, un homme pouvait défaire ce qu'un homme avait fait. Il n'avait qu'à prendre la femme en lui traçant 3 signes de croix sur le ventre et en récitant un ave à l'envers. Le petit, s'il y en avait un, s'en allait comme un vent. Buteau s'arrêta de rire. Ils affectèrent de douter, mais l'antique crédulité passée dans les os de leur race les secouait d'un frisson, car personne n'ignorait que la vieille de Magnolle avait changé une vache en belette et ressuscité un mort. Ça devait être, puisqu'elle l'affirmait.
Enfin, Lise désira, très câline, qu'il essaya sur elle laver à l'envers et les 3 signes de croix, voulant se rendre compte si elle ne sentirait rien. Non, rien. C'était que l'aiguille avait suffi. Sur Françoise, ça en aurait fait, du ravage. Il rigola. Est-ce qu'il pouvait ? Tiens, pourquoi pas, puisqu'il l'avait déjà eu. Jamais. Il s'en défendait maintenant, tandis que sa femme lui enfonçait les doigts dans la chair, devenue jalouse. Ils s'endormirent au bras l'un de l'autre. Depuis ce temps, l'idée de cet enfant qui poussait, qui allait leur prendre pour toujours la maison et la terre, les hanta. Et ils ne rencontraient plus la jeune sœur sans que leur regard, tout de suite, se portât sur son ventre. Quand ils la virent arriver par le chemin, ils la mesurèrent d'un coup d'œil, saisis de constater que la grossesse avançait et que bientôt il ne serait plus temps. « Nom de Dieu !» gueula Buteau en revenant au labour qu'il examinait. « Le voleur a bien mordu sur nous d'un bon pied. Y a pas à dire, v'là la borne !» Françoise avait continué de s'approcher, du même pas tranquille, en cachant sa crainte. Elle comprit alors la cause de leur geste furieux. La charrue de Jean devait avoir entamé leur parcelle. Il y avait là de continuels sujets de dispute. Pas un mois ne se passait sans qu'une question de mitoyenneté les jetât les uns sur les autres. Ça ne pouvait finir que par des coups et des procès. « Tu entends ?» continua-t-il en élevant la voix. « Vous êtes chez nous. Je vais vous faire marcher. » Mais la jeune femme, sans même tourner la tête, était entrée dans sa luzernière. « On te parle !» cria Lise, hors d'elle. « Viens voir la borne, si tu crois que nous mentons. Faut se rendre compte du dommage. » Et, devant le silence, le dédain affecté de sa sœur, elle perdit toute mesure, s'avança sur elle, les poings fermés. « Dites donc, est-ce que tu te fous de nous ? Je suis ton aînée, tu me dois le respect. Je saurais bien te faire demander à genoux pardon de toutes les cochonneries que tu m'as faites. » Elle était devant elle, enragée de rancune, aveuglée de sang. « À genoux, garce !» Toujours muette, Françoise, comme le soir de l'expulsion, lui cracha au visage. Élise hurlait lorsque Buteau intervint en l'écartant violemment. « Laisse, c'est mon affaire !» Ah oui, elle le laissait. Il pouvait bien la tordre et lui casser l'échine, ainsi qu'un mauvais arbre. Il pouvait bien en faire de la pâtée pour les chiens, s'en servir comme d'une traînée. Ce n'était pas elle qui l'en empêcherait, elle l'aiderait plutôt. Et à partir de ce moment, toute droite, elle guetta, veillant à ce qu'on ne le dérangeât point. Autour d'eux, sous le ciel morne, la plaine immense et grise s'étendait sans une âme. « Vas-y donc, il n'y a personne !» Buteau marchait sur Françoise, et celle-ci, à le voir, la face dure, les bras raidis, crut qu'il venait la battre. Elle n'avait pas lâché sa faulx, mais elle tremblait. Déjà, d'ailleurs, il en tenait le manche. Il la lui arracha, la jeta dans la luzerne. Pour lui échapper, elle n'eut plus qu'à s'en aller à reculons. Elle passa ainsi dans le champ voisin, se dirigea vers la meule qui s'y trouvait, comme si elle eût espéré s'en faire un rempart. Lui ne se hâtait point, semblait également la pousser là, les bras peu à peu ouverts, la face détendue par un rire silencieux qui découvrait ses gencives. Et, tout d'un coup, elle comprit qu'il ne voulait pas la battre. Non, il voulait autre chose, la chose qu'elle lui avait refusée si longtemps. Alors, elle trembla davantage quand elle sentit sa force l'abandonner, elle, vaillante, qui tapait dur autrefois, en jurant que jamais il n'y arriverait. Pourtant, elle n'était plus une gamine. Elle avait eu 23 ans à la Saint-Martin, une vraie femme à cette heure, la bouche rouge encore et les yeux larges, pareils à des écus. C'était en elle une sensation si tiède et si molle que ses membres lui semblaient s'en engourdir. Buteau, la forçant toujours à reculer, parla enfin, d'une voix basse et ardente. « Tu sais bien que ce n'est pas fini entre nous, que je te veux, que je t'aurai. » Il avait réussi à l'acculer contre la meule, il la saisit aux épaules, la renversa. Mais, à ce moment, elle se débattit, éperdue, dans l'habitude de sa longue résistance. Lui la maintenait en évitant les coups de pied.
Puisque t'es grosse à présent, foutue bête, qu'est-ce que tu risques ? Je n'en ajouterai pas un autre, va, pour sûr. » Elle éclata en larmes. Elle eut comme une crise, ne se défendant plus, les bras tordus, les jambes agitées de secousses nerveuses. Et il ne pouvait la prendre, il était jeté de côté à chaque nouvelle tentative. Une colère le rendit brutal, il se tourna vers sa femme. « Nom de Dieu de feignante, quand tu nous regarderas, aide-moi donc, tiens-lui les jambes, si tu veux que ça se fasse. » Lise était restée droite, immobile, plantée à 10 mètres, fouinant de ses yeux les lointains de l'horizon, puis les ramenant sur les deux autres sans qu'un pli de sa face remuât. À l'appel de son homme, elle n'eut pas une hésitation, s'avança, empoigna la jambe gauche de sa sœur, l'écarta, s'assit dessus comme si elle avait voulu la broyer. Françoise, clouée au sol, s'abandonna, les nerfs rompus, les paupières closes. Pourtant, elle avait sa connaissance, et quand Buteau l'eut possédée, elle fut emportée à son tour dans un spasme de bonheur si aigu qu'elle le serra de ses 2 bras à l'étouffer en poussant un long cri. Des corbeaux passaient, qui s'en effrayèrent. Derrière la meule apparut la tête blême du vieux Fouan, abrité là contre le froid. Il avait tout vu. Il eut peur sans doute, car il se renfonça dans la paille. Buteau s'était relevé, et Lise le regardait fixement. Elle n'avait eu qu'une préoccupation, s'assurer s'il faisait bien les choses. Et dans le cœur qu'il y mettait, il venait d'oublier tout, les signes de croix, lavés à l'envers. Elle en restait saisie, hors d'elle. C'était donc pour le plaisir qu'il avait fait ça ? Mais Françoise ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. Un moment, elle était demeurée par terre, comme succombant sous la violence de cette joie d'amour qu'elle ignorait. Brusquement, la vérité s'était faite. Elle aimait Buteau, elle n'en avait jamais aimé, elle n'en aimerait jamais un autre. Cette découverte l'emplit de honte, l'enragea contre elle-même dans la révolte de toutes ses idées de justice. Un homme qui n'était pas à elle, l'homme à cette sœur qu'elle détestait, le seul homme qu'elle ne pouvait avoir sans être une coquine, et elle venait de le laisser aller jusqu'au bout, et elle l'avait serré si fort qu'il la savait à lui. D'un bond, elle se leva, égarée, défaite, crachant toute sa peine en mots entrecoupés. « Cochons, salauds ! Oui, tous les deux, des salauds, des cochons ! Vous m'avez abîmé. Il y en a qu'on guillotine et qui en ont moins fait. Je le dirai à Jean, sale cochon ! C'est lui qui réglera votre compte. » Buteau haussait les épaules, goguenard, content d'y être arrivé enfin. « Laisse donc, tu en mourrais d'envie, je t'ai bien senti gigoter. Nous recommencerons ça. » Cette rigolade acheva d'exaspérer Lise, et toute la colère qui montait en elle contre son mari creva sur sa cadette. « C'est vrai, putain, je t'ai vu, tu l'as empoigné, tu l'as forcé. Quand je disais que tout mon malheur venait de toi, ose répéter à présent que tu ne m'as pas débauché mon homme. Oui, tout de suite, au lendemain du mariage, lorsque je te mouchais encore. » Sa jalousie éclatait, singulière après ses complaisances, une jalousie qui portait moins sur l'acte que sur la moitié de ce que sa sœur lui avait pris dans l'existence. Si cette fille de son sang n'était pas née, est-ce qu'il lui aurait fallu partager tout ? Elle l'exécrait d'être plus jeune, plus fraîche, plus désirée. « Tu mens !» criait Françoise. « Tu sais bien que tu mens. »« Ah, je mens ? Ce n'est peut-être pas toi qui voulais de lui, qui le poursuivais jusque dans la cave ? Moi ? Moi ? Et tout à l'heure, est-ce moi encore ? Vache qui m'a tenue. Oui, tu m'aurais cassé la jambe. Et ça, vois-tu, je ne comprends pas. Faut que tu sois dégoûtante, ou faut que tu aies voulu m'assassiner. Gueuse !» Lise, à la volée, répondit par une gifle. Cette brutalité affola Françoise, qui se rua sur elle. Les mains au fond des poches, Buteau ricanait, sans intervenir, en coq vaniteux pour lequel 2 poules se battent. Et la bataille continua, enragée, scélérate, les bonnets arrachés, les chairs meurtries, chacune fouillant des doigts où elle pourrait atteindre la vie de l'autre. Toutes 2 s'étaient bousculées, étaient revenues dans la luzerne. Mais Lise poussa un hurlement, Françoise lui enfonçait les ongles dans le cou. Et alors, elle vit rouge, elle eut la pensée nette,
aiguë, de tuer sa sœur. À gauche de celle-ci, elle avait aperçu la faux, tomber le manche en travers d'une touffe de chardon, la pointe haute. Ce fut comme dans un éclair. Elle culbuta Françoise de toute la force de ses poignets. Trébuchante, la malheureuse tourna, s'abattit à gauche, en jetant un cri terrible. La faux lui entrait dans le flanc. « Nom de Dieu !» bégaya Buteau. Et ce fut tout. Une seconde avait suffi, l'irréparable était fait. Lise, béante de voir se réaliser si vite ce qu'elle avait voulu, regardait la robe coupée se tacher d'un flot de sang. Était-ce donc que le fer avait pénétré jusqu'au petit, pour que ça coulât si fort ? Derrière la meule, la face pâle du vieux Fouan s'allongeait de nouveau. Il avait vu le coup. Ses yeux troubles clignotaient. Françoise ne bougeait plus, et Buteau, qui s'approchait, n'osa la toucher. Un souffle de vent passa. Le glaça jusqu'aux os, lui hérissa le poil dans un frisson d'épouvante. « Elle est morte ! Filons, nom de Dieu !» Il avait saisi la main de Lise. Ils furent comme emportés le long de la route déserte. Le ciel bas et sombre semblait leur tomber sur le crâne. Leur galop faisait derrière eux un bruit de foule, lancée à leur poursuite. Et ils couraient par la plaine vide et rase, lui ballonné dans sa blouse, elle échevelée, son bonnet au poing, tous les deux répétant les mêmes mots, grondant comme des bêtes traquées. « Elle est morte, nom de Dieu ! Filons, nom de Dieu !» Leurs enjambées s'allongeaient. Ils n'articulaient plus, grognaient des sons involontaires qui cadençaient leur fuite, un reniflement où l'on aurait distingué encore « Morte, nom de Dieu ! Morte, nom de Dieu ! Morte, nom de Dieu !» Ils disparurent. Quelques minutes plus tard, lorsque Jean revint au trot de son cheval, ce fut une grande douleur. « Quoi donc ? Qu'est-il arrivé ?» Françoise, qui avait rouvert les paupières, ne remuait toujours pas. Elle le regardait longuement de ses grands yeux douloureux, et elle ne répondait point, comme très loin de lui déjà, songeant à des choses. « Tu es blessé ? Tu as du sang ? Réponds, je t'en prie !» Il se tourna vers le père Fouan qui s'approchait. « Vous étiez là, que s'est-il passé ?» Alors Françoise parla, d'une voix lente. « J'étais venue à l'herbe, je suis tombée sur ma faux. Ah, c'est fini. » Son regard avait cherché celui de Fouan, elle lui disait, à lui, les autres choses, les choses que la famille seule devait savoir. Le vieux, dans son hébétement, parut comprendre, répéta. « C'est bien vrai. Elle est tombée. Elle s'est blessée. J'étais là, je l'ai vue. » Il fallut courir à Rognes pour avoir une civière. En route, elle s'évanouit de nouveau. On crut bien qu'on ne la rapporterait pas vivante. Chapitre 4. C'était justement le lendemain, un dimanche, que les garçons de Rognes allaient à Cloyes tirer au sort. Et, comme dans la nuit tombante, la Grande et la Frimat, accourues, déshabillaient puis couchaient Françoise avec d'infinies précautions, le tambour battait en bas, sur la route, un vrai glas pour le pauvre monde, au fond du triste crépuscule. Jean, qui avait perdu la tête, partait chercher le docteur Finet lorsqu'il rencontra, près de l'église, Patoire le vétérinaire, venu pour le cheval du père Saucisse. Violemment, il l'obligea à entrer voir la blessée, bien que l'autre s'en défendît. Mais, devant l'affreuse plaie, il refusa tout net de s'en mêler. À quoi bon ? Il n'y avait rien à faire. Lorsque, 2 heures plus tard, Jean ramena monsieur Finet, celui-ci eut le même geste. Rien à faire. Des stupéfiants qui adouciraient l'agonie. La grossesse de 5 mois compliquait le cas, on sentait s'agiter l'enfant mourant de la mort de la mère. De ce flanc troué dans sa fécondité. Avant de partir, après avoir essayé d'un pansement, le docteur, tout en promettant de revenir le lendemain, déclara que la pauvre femme ne passerait pas la nuit. Et elle la passa pourtant. Elle durait encore lorsque, vers 9 heures, le tambour recommença à battre pour réunir les conscrits devant l'école. Toute la nuit, le ciel s'était fondu en eau, un vrai déluge que Jean avait écouté ruisseler, assis au fond de la chambre, hébété,
les yeux pleins de grosses larmes. Maintenant, il entendait le tambour, assourdi comme par un crêpe, dans la matinée humide et tiède. La pluie ne tombait plus, le ciel était resté d'un gris de plomb. Longtemps, le tambour résonna. C'était un nouveau, un neveu à Macqueron, de retour du service, et qui tapait comme s'il eût conduit un régiment au feu. Tourcoing en était révolutionné, car les nouvelles circulant depuis quelques jours, la menace d'une guerre prochaine, aggravaient, cette année-là, l'émotion toujours si vive du tirage au sort. Merci, pour aller se faire casser la tête par les Prussiens. Il y avait 9 garçons du pays qui tiraient, ceux qui ne s'étaient jamais vus peut-être, et parmi eux se trouvaient Nénesse et Delphin, autrefois inséparables, séparés aujourd'hui que le premier servait à Chartres, chez un restaurateur. La veille, Nénesse étant venu coucher à la ferme de ses parents, Delphin l'avait à peine reconnu, tant il était changé. Un vrai monsieur, avec une canne, un chapeau de soie, une cravate bleu de ciel, serrée dans une bague. Et il se faisait habiller par un tailleur, il plaisantait les complets de Lambourdieu. Au contraire, l'autre s'était épaissi, les membres gourds, la tête cuite sous le soleil, poussé en force, ainsi qu'une plante du sol. Tout de suite, d'ailleurs, ils avaient renoué. Après qu'ils eurent passé ensemble une partie de la nuit, ils arrivèrent bras dessus, bras dessous devant l'école, à l'appel du tambour, dont les roulements ne cessaient pas, entêtés, obsédants. Des parents stationnaient. Delhomme et Fanny, flattés de la distinction de Nénesse, avaient voulu le voir partir. Et ils étaient, du reste, sans crainte, puisqu'ils l'avaient assuré. Quant à Bécu, sa plaque de garde champêtre astiquée, il parlait de gifler la Bécu parce qu'elle pleurait. Quoi donc? Est-ce que Delphin n'était pas bon pour servir la patrie? Le garçon, lui, s'en fichait, sûr, disait-il, d'amener un bon numéro. Lorsque les 9 furent réunis, ce qui demanda une bonne heure, le queue leur remit le drapeau. On discuta pour savoir qui en aurait l'honneur. D'habitude, c'était le plus grand, le plus vigoureux, si bien qu'on finit par tomber d'accord sur Delphin. Il en parut très troublé, timide au fond, malgré ses gros poings, inquiet des choses dont il n'avait pas l'usage. En voilà une longue machine qui était gênante dans les bras, et pourvu qu'elle ne lui portât pas malchance. Aux 2 coins de la rue, chacune dans la salle de son cabaret, Flore et Celina donnaient un dernier coup de balai pour le soir. Macqueron, l'air morne, regardait du seuil de sa porte, lorsque Lenguaigne parut sur la sienne en ricanant. Il faut dire que ce dernier triomphait, car les rats de cave de la régie, l'avant-veille, avaient saisi 4 pièces de vin, cachées dans un bûcher de son rival, que cette fichue aventure venait de forcer à envoyer sa démission de maire. Et, personne n'en doutait, la lettre de dénonciation, sans signature, était sûrement de Lenguaigne. Pour comble de malheur, Macqueron enrageait d'une autre histoire. Sa fille Berthe s'était tellement compromise avec le fils du charron, auquel il la refusait, qu'il avait dû consentir enfin à la lui accorder. Depuis 8 jours, à la Fontaine, les femmes ne causaient que du mariage de la fille et du procès du père. L'amende était certaine, peut-être bien qu'il y aurait de la prison. Aussi, devant le rire insultant de son voisin, Macqueron préféra-t-il rentrer, gêné de ce que le monde commençait aussi à rire. Mais Delphin avait empoigné le drapeau, le tambour se remit à battre, et Nénesse emboîta le pas, les 7 autres suivirent. Cela faisait un petit peloton, filant par la route plate. Des galopins coururent, quelques parents, les Delhomme, Bécu, d'autres, allèrent jusqu'au bout du village. Débarrassée de son mari, la Bécu se hâta, monta se glisser furtivement dans l'église. Puis, lorsqu'elle s'y vit toute seule, elle, qui n'était pas dévote, se laissa tomber sur les genoux en pleurant, en suppliant le bon Dieu de réserver un bon numéro pour son fils. Pendant plus d'1 heure, elle balbutia cette ardente prière. Au loin, du côté de Cloyes, la silhouette du drapeau s'était peu à peu effacée. Les roulements de tambour avaient fini par se perdre dans le grand air. Ce fut seulement vers 10 heures que le docteur Finet reparut, et il sembla très surpris de trouver Françoise vivante encore, car il croyait bien n'avoir plus qu'à écrire le permis d'inhumer. Il examina la plaie, hocha la tête,
préoccupé de l'histoire qu'on lui avait dite, n'ayant aucun soupçon d'ailleurs. On dut la lui répéter. Comment diable la malheureuse était-elle ainsi tombée sur la pointe d'une faux ? Il repartit, outré de cette maladresse, contrarié d'avoir à revenir pour la constatation du décès. Mais Jean était resté sombre, les yeux sur Françoise qui fermait les paupières, muette dès qu'elle sentait le regard de son mari l'interroger. Lui devinait un mensonge, quelque chose qu'elle lui cachait. Dès le petit jour, il s'était échappé un instant, courant à la pièce de luzerne, là-haut, voulant voir. Et il n'avait rien vu de net, des pas effacés par le déluge de la nuit, une place foulée à l'endroit de la chute sans doute. Après le départ du médecin, il se rassit au chevet de la mourante, seul justement avec elle, la Frima étant allée déjeuner, et la grande ayant dû s'absenter pour donner un coup d'œil chez elle. « Tu souffres, dis. » Elle serra les paupières, elle ne répondit pas. « Dis, tu ne me caches rien. » On l'aurait crue morte déjà, sans le petit souffle pénible de sa gorge. Depuis la veille, elle était sur le dos, comme frappée d'immobilité et de silence. Dans la fièvre ardente qui la brûlait, sa volonté, au fond d'elle, semblait se bander et résister au délire, tellement elle craignait de parler. Toujours, elle avait eu un singulier caractère, une sacrée tête, ainsi qu'on le disait, la tête des fouans, ne faisant rien à l'exemple des autres, ayant des idées qui stupéfiaient le monde. Peut-être obéissait-elle à un profond sentiment de la famille, plus fort que la haine et le besoin de vengeance. À quoi bon, puisqu'elle allait mourir ? C'étaient des choses qu'on enterrait entre soi, dans le coin de terre où l'on avait poussé tous, des choses qu'il ne fallait jamais, à aucun prix, étaler devant un étranger. Et Jean était l'étranger, ce garçon qu'elle n'avait pu aimer d'amour, dont elle emportait l'enfant, sans le faire, comme si elle était punie de l'avoir commencé. Cependant, lui, depuis qu'il l'avait ramenée agonisante, songeait au testament. Toute la nuit, l'idée lui était revenue que, si elle mourait de la sorte, il n'aurait que la moitié des meubles et de l'argent, 127 francs, qui se trouvaient dans la commode. Il l'aimait bien, il aurait donné de sa chair pour la garder. Mais ça augmentait encore son chagrin, cette pensée qu'il pouvait perdre avec elle la terre et la maison. Jusque-là, pourtant, il n'aurait point osé lui en ouvrir la bouche. C'était si dur, et puis il y avait toujours eu du monde. Enfin, voyant qu'il n'en saurait pas davantage sur la façon dont l'accident s'était produit, il se décida, il aborda l'autre affaire. « Peut-être bien que tu as des arrangements à terminer. » Françoise, raidie, ne parut pas entendre. Sur ses yeux clos, sur sa face fermée, rien ne passait. « Tu sais, à cause de ta sœur, dans le cas où un malheur t'arriverait, nous avons le papier là, dans la commode. » Il apporta le papier timbré. Il continua d'une voix qui s'embarrassait. « Hein ? Désires-tu que je t'aide ? Savoir si tu as encore la force d'écrire ? Moi, ce n'est pas l'intérêt. C'est seulement l'idée que tu ne peux rien vouloir laisser aux gens qui t'ont fait tant de mal. » Elle eut un léger frisson des paupières qui lui prouva qu'elle entendait. Alors, elle refusait donc ? Il en resta saisi, sans comprendre. Elle-même, peut-être, n'aurait pu dire pourquoi elle faisait ainsi la morte, avant d'être clouée entre 4 planches. La terre, la maison, n'étaient pas à cet homme qui venait de traverser son existence par hasard comme un passant. Elle ne lui devait rien, l'enfant partait avec elle. À quel titre le bien serait-il sorti de la famille ? Son idée puérile et têtue de la justice protestait. « Ceci est à moi, ceci est à toi. Quittons-nous, adieu. » Oui, c'étaient ces choses et c'étaient d'autres choses encore, plus vagues. Sa sœur Lise reculée, perdue dans un lointain, Buteau seul présent, aimé malgré les coups, désiré, pardonné. Mais Jean s'irrita, gagné et empoisonné lui aussi par la passion de la terre. Il la souleva, tâcha de l'asseoir sur son séant, essaya de lui mettre une plume entre les doigts. « Voyons, est-ce possible ? Tu les aimerais mieux que moi ? Ils auraient tout, ces gueux !» Alors, Françoise ouvrit enfin les paupières, et le regard qu'elle tourna vers lui le bouleversa.
Elle savait qu'elle allait mourir. Ses grands yeux élargis en avaient le désespoir sans fond. Pourquoi la torturait-il ? Elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas. Un cri sourd de douleur lui avait seul échappé. Puis elle retomba. Ses paupières se refermèrent. Sa tête redevint immobile au milieu de l'oreiller. Un tel malaise avait envahi Jean, honteux de sa brutalité, qu'il était resté le papier timbré à la main lorsque la grande rentra. Elle comprit. Elle l'emmena à l'écart pour savoir s'il y avait un testament. Balbutiant de son mensonge, il déclara que, justement, il cachait le papier de peur qu'on ne tourmentât Françoise. Elle parut l'approuver, elle continuait à être du côté des Buteau, prévoyant des abominations si ces derniers héritaient. Et, après s'être assise devant la table, elle se remit à tricoter, en ajoutant tout haut: « Moi, je ne ferai bien sûr du tort à personne. Il y a longtemps que le papier est en règle. Oh, chacun a sa part. Je me croirais trop malhonnête si j'avantageais quelqu'un. Vous y êtes, mes enfants. Ça viendra un jour. » C'était ce qu'elle disait quotidiennement aux membres de la famille, et elle le répétait, par habitude, près de ce lit de mort. Un rire intérieur, chaque fois, la chatouillait à l'idée du fameux testament qui devait les faire se dévorer tous quand elle serait partie. Elle n'y avait pas introduit une clause, sans y mettre dessous la possibilité d'un procès. « Ah, si l'on pouvait emporter son avoir, conclut-elle. Mais puisqu'on ne l'emporte pas, faut bien que les autres s'en régalent. » À son tour, la Frima revint s'asseoir de l'autre côté de la table, en face de la grande. Elle aussi tricotait. Et les heures de l'après-midi se succédèrent. Les deux vieilles femmes causaient tranquillement, tandis que Jean, ne pouvant tenir en place, marchait, sortait, rentrait, dans une attente affreuse. Le médecin avait dit qu'il n'y avait rien à faire. On ne faisait rien. D'abord, la Frima regretta qu'on ne fût pas allé chercher maître Sourdeau, un rebouteux de Bazoches, bon également pour les blessures. Il disait des paroles, il les refermait, rien qu'en soufflant dessus. « Un fier homme !» déclara la grande, devenue respectueuse. « Et c'est lui qui a remis le bréchet au Lorillon. V'là que le bréchet tombe au père Lorillon. Ça se recourbait, ça lui pesait sur l'estomac, et si bien qu'il s'en allait de langueur. Et le pis, c'est que v'là la mère Lorillon prise à son tour de ce fichu mal qui se communique, comme vous savez. Enfin, les v'là tous pincés, la fille, le gendre, les 3 enfants. Ma parole, ils en claquaient, s'ils n'avaient pas fait venir maître Sourdeau, qui leur a remis ça en leur frottant l'estomac avec un peigne d'écaille. » L'autre vieille appuyait chaque détail d'un branle du menton. C'était connu, ça ne se discutait pas. Elle-même cita un autre fait. « Et c'est encore maître Sourdeau qui a guéri la petite au budin de la fièvre, en ouvrant en deux un pigeon vivant et en le lui appliquant sur la tête. » Elle se tourna vers Jean, hébété devant le lit. « À votre place, je le demanderais. Peut-être bien que ce n'est pas trop tard. » Mais il eut un geste de colère. Lui, gâté par l'orgueil des villes, ne croyait point à ces choses. Et les 2 femmes continuèrent longtemps, se communiquèrent des remèdes, du persil sous la paillasse contre les maux de rein, 3 glands de chêne dans la poche pour guérir l'enflure, un verre d'eau blanchi par la lune et bu à jeun pour chasser les vents. « Dites donc, reprit brusquement la Frima, et si l'on ne va pas chercher maître Sourdeau, on pourrait tout de même faire venir monsieur le curé. » Jean eut le même geste furieux, et la grande pinça les lèvres. « En v'là une idée. Qu'est-ce qu'il y ficherait, monsieur le curé ? » »« Ce qu'il y fiche donc, il apporterait le bon Dieu, ce n'est pas mauvais, des fois. » Elle haussa les épaules, comme pour dire qu'on n'était plus dans ces idées-là. Chacun chez soi, le bon Dieu chez lui, les gens chez eux. « D'ailleurs, fit-elle remarquer au bout d'un silence, le curé ne viendrait pas, il est malade. La Bécu m'a dit tout à l'heure qu'il partait en voiture mercredi parce que le médecin a déclaré qu'il crèverait pour sûr à Rognes si on ne l'emmenait point. » En effet, depuis 2 ans et demi qu'il desservait cette paroisse, l'abbé Madeline ne faisait que décliner. La nostalgie, le regret désespéré de ces montagnes d'Auvergne l'avaient rongé un peu chaque jour, en face de cette plate Beauce,
dont le déroulement à l'infini noyait son cœur de tristesse. Pas un arbre, pas un rocher, des mardeaux saumâtres, au lieu des eaux vives qui là-haut ruissellent en cascades. Ses yeux pâlissaient, il s'était décharné davantage, on disait qu'il s'en allait de la poitrine. Encore s'il avait trouvé quelque consolation près de ses paroissiennes, mais au sortir de son ancienne cure si croyante, ce nouveau pays gâté par l'irréligion, respectueux des seules pratiques extérieures, le bouleversait dans la timidité inquiète de son âme. Les femmes l'étourdissaient de cris et de querelles, abusaient de sa faiblesse, au point de diriger le culte à sa place, ce dont il restait effaré, plein de scrupules, toujours sous la crainte de pécher sans le vouloir. Un dernier coup lui était réservé. Le jour de la Noël, une des filles de la Vierge fut prise des douleurs de l'enfantement dans l'église. Et, depuis ce scandale, il traînait, on s'était résigné à le remporter en Auvergne, mourant. « Nous v'là encore sans prêtre, alors, » dit la Frimat. « Qui sait si l'abbé Godard voudra revenir ?»« Ah, le bourru !» s'écria la grande. « Il en crèverait de mauvais sang. » Mais l'entrée de Fanny les fit taire. De toute la famille, elle était la seule qui fût déjà venue la veille. Et elle revenait pour avoir des nouvelles. Jean, de sa main tremblante, se contenta de lui montrer Françoise. Un silence apitoyé régna. Puis Fanny baissa la voix pour savoir si la malade avait demandé sa sœur. Non, elle n'en ouvrait pas la bouche, comme si Lise n'eût point existé. C'était bien surprenant, car on a beau être brouillé, la mort est la mort. Quand donc ferait-on la paix si on ne la faisait pas avant de partir ? La grande fut d'avis qu'on devait questionner Françoise là-dessus. Elle se leva, elle se pencha. « Dis, ma petite, Élise !» La mourante ne bougea pas. Il n'y eut, sur ses paupières closes, qu'un tressaillement à peine visible. « Elle attend peut-être qu'on aille la chercher. J'y vais. » Alors, toujours sans ouvrir les yeux, Françoise dit non, en roulant la tête sur l'oreiller, doucement. Et Jean voulut qu'on respectât sa volonté. Les trois femmes se rassirent. L'idée que Lise ne venait pas d'elle-même, maintenant, les étonnait. Il y avait souvent bien de l'obstination dans les familles. « Ah, on a tant de contrariétés !» reprit Fanny avec un soupir. « Ainsi, depuis ce matin, je ne vis plus, moi, à cause de ce tirage au sort, et ce n'est guère raisonnable, car je sais pourtant que Nénesse ne partira pas. »« Oui, oui, » murmura la Frimat, « ça émotionne tout de même. » De nouveau, la mourante fut oubliée. On parlait de la chance, des garçons qui partiraient, des garçons qui ne partiraient pas. Il était 3 heures, et bien qu'on les attendît, au plus tôt, vers 5 heures, des renseignements déjà circulaient, venus de Cloyes, on ne savait comment, par cette sorte de télégraphie aérienne qui vole de village en village. Le fils au briquet avait le numéro 13. Pas de chance. Celui des Couillot était tombé sur le 206. Un bon, pour sûr. Mais on ne s'entendait pas sur les autres. Les affirmations étaient contradictoires, ce qui portait au comble l'émotion. Rien sur Delphin, rien sur Nénesse. « Ah, j'en ai le cœur qui se décroche. Est-ce bête ?» répéta Fanny. On appela la Bécu qui passait. Elle était retournée à l'église. Elle errait comme un corps sans âme. Et son angoisse devenait si forte qu'elle ne s'arrêta même pas à causer. « Je ne peux plus tenir. Je vais à leur rencontre. » Jean, devant la fenêtre, n'écoutait pas, les yeux vagues, au dehors. Depuis le matin, il avait remarqué, à plusieurs reprises, que le vieux Fouan se traînait sur ses 2 cannes autour de la maison. Brusquement, il le vit encore, la face collée contre une vitre, tâchant de distinguer les choses dans la chambre. Et il ouvrit la fenêtre. Le vieux eut l'air tout saisi, bégaya pour demander comment ça allait. Très mal, c'était la fin. Alors il allongea la tête, regarda de loin Françoise, si longuement qu'il semblait ne plus vouloir s'arracher de là. En l'apercevant, Fanny et la grande étaient revenues à leur idée d'envoyer chercher Lise. Fallait que chacun y mît du sien, ça ne pouvait pas se terminer ainsi. Mais lorsqu'elles voulurent le charger de la commission, le vieux,
effrayé, grelottant, se sauva. Il grognait, il mâchait des mots entre ses gencives empâtées de silence. « Non, non, pas possible, pas possible !» Jean fut frappé de sa crainte. Les femmes eurent un geste d'abandon. Après tout, ça regardait les deux sœurs, on ne les forcerait point à faire la paix. Et, à ce moment, un bruit s'étant élevé, d'abord faible, pareil au bourdonnement d'une grosse mouche, puis de plus en plus fort, roulant comme un coup de vent dans les arbres, Fanny eut un sursaut. « Hein ? Le tambour ? Les voici. Bonsoir !» Elle disparut sans même embrasser sa cousine une dernière fois. La grande et la Frima étaient sorties sur la porte pour voir. Il ne resta que Françoise et Jean. Elle, dans son obstination d'immobilité et de silence, entendant tout peut-être, voulant mourir ainsi qu'une bête terrée au fond de son trou. Lui, debout devant la fenêtre ouverte, agité d'une incertitude, noyé d'une douleur qui lui semblait venir des gens et des choses, de toute la plaine immense. Ah, ce tambour, comme il grandissait, comme il résonnait dans son être, ce tambour dont les roulements continus mêlaient à son deuil d'aujourd'hui ses souvenirs d'autrefois, les casernes, les batailles, la chienne de vie des pauvres bougres qui n'ont ni femme ni enfant pour les aimer. Dès que le drapeau reparut au loin, sur la route plate, assombrie par le crépuscule, un flot de gamins se mit à courir au-devant des conscrits. Un groupe de parents se forma à l'entrée du village. Les neufs et le tambour étaient déjà très soûls, gueulant une chanson dans la mélancolie du soir, enrubannés de faveurs tricolores, la plupart le numéro au chapeau, piqué avec des épingles. En vue du village, ils braillèrent plus fort, et ils y entrèrent d'un pas de conquête pour la fanfaronnade. C'était toujours Delphin qui tenait le drapeau, mais il le rapportait sur l'épaule, comme une loque gênante dont il ne concevait pas l'utilité. L'air défait, la face dure, lui ne chantait point, n'avait point de numéro épinglé à sa casquette. Dès qu'elle l'aperçut, la Bécu se précipita, tremblante, au risque de se faire culbuter par la bande en marche. « Eh bien !» Delphin, furieusement, la jeta de côté, sans ralentir son pas. « Tu m'emmerdes !» Bécu s'était avancé, aussi étranglé que sa femme. Quand il entendit le mot de son fils, il n'en demanda pas davantage, et, comme la mère sanglotait, il eut toutes les peines du monde à rentrer ses propres larmes, malgré sa crânerie patriotique. « Qu'est-ce que tu veux y foutre ? Il est pris !» Et, restés en arrière, sur la route déserte, tous deux revinrent péniblement, l'homme se rappelant sa dure vie de soldat, la femme tournant sa colère contre le bon Dieu qu'elle était allée prier 2 fois et qui ne l'avait pas écoutée. Nénesse, lui, portait à son chapeau un superbe 214, peinturluré de rouge et de bleu. C'était un des plus hauts, et il triomphait de sa chance, brandissant sa canne, menant le cœur sauvage des autres, en battant la mesure. Quand elle vit le numéro, Fanny, au lieu de se réjouir, eut un cri de profond regret. « Ah, si l'on avait su, on n'aurait pas versé 1000 francs à la poterie de M. Baillehache. » Mais, tout de même, elle et Delhomme embrassèrent leur fils, comme s'ils venaient d'échapper à un gros péril. « Lâchez-moi donc !» cria-t-il. « C'est emmerdant !» La bande, dans son élan brutal, continuait sa marche à travers le village révolutionné, et les parents ne se risquaient plus, certains d'être envoyés au diable. Tous ces bougres revenaient aussi mal embouchés, et ceux qui partaient, et ceux qui ne partaient pas. D'ailleurs, ils n'auraient rien su dire, les yeux hors de la tête, saouls d'avoir gueulé autant que d'avoir bu. Un petit rigolo qui jouait de la trompette avec son nez avait justement tiré mauvais, tandis que les 2 autres, pâlots, les yeux battus, étaient sûrement parmi les bons. L'enragé tambour, à leur tête, les aurait menés au fond de l'aigre, qu'ils y auraient tous fait la culbute. Enfin, devant la mairie, Delphin rendit le drapeau. « Ah, nom de Dieu, j'en ai assez de cette foutue mécanique qui m'a porté malheur !» Il saisit le bras de Nénesse. Il l'emmena, pendant que les autres envahissaient le cabaret de Lenguaigne, au milieu des parents et des amis qui finirent alors par savoir.
Maqueron apparut sur sa porte, navré de ce que la recette serait pour son rival. « Viens, répéta Delphin d'une voix brève. Je vas te montrer quelque chose de drôle. » Nénesse le suivit. On avait le temps de retourner boire. Le sacré tambour ne leur cassait plus les oreilles. Ça les reposait de s'en aller ainsi tous les deux par la route vide, peu à peu noire de ténèbres. Et, le camarade se taisant, enfoncé dans des réflexions qui ne devaient pas être gaies, Nénesse se remit à lui parler d'une grosse affaire. L'avant-veille, à Chartres, étant allé pour son plaisir rue aux Juifs, il avait appris que Vaucogne, le gendre des Charles, voulait vendre la maison. Ça ne pouvait plus marcher avec un rossard pareil que ces femmes mangeaient. Mais quelle maison à relever, quel beurre à y battre pour un garçon pas feignant, pas bête, les bras solides, au courant du négoce. La chose tombait d'autant mieux que, lui, chez son restaurateur, s'occupait du bal, où il avait l'œil à la décence des filles. Fallait voir. Alors, le coup était d'effrayer les Charles, de leur montrer le 19 à 2 doigts d'être supprimé par la police, tant il s'y passait des choses malpropres, et de l'avoir pour un morceau de pain. Hein? Ça vaudrait mieux que de cultiver la terre. Il serait monsieur tout de suite. Delphin, qui écoutait confusément absorbé, eut un sursaut quand l'autre lui allongea une bourrade de malin dans les côtes. « Ceux qui ont de la chance, murmura-t-il. Toi, t'es fait pour donner de l'orgueil à ta mère. Et il retomba dans son silence pendant que Nénesse, en garçon entendu, expliquait déjà les améliorations qu'il apporterait au 19 si ses parents lui faisaient les avances nécessaires. Il était un peu jeune, mais il se sentait la vraie vocation. Justement, il venait d'apercevoir la trouille, filant près d'eux dans l'ombre de la route, courant au rendez-vous de quelques galants et, pour montrer son aisance avec les femmes, il lui appliqua une forte claque au passage. La trouille, d'abord, lui rendit sa tape, puis, les reconnaissant, lui et le camarade, « Tiens, c'est vous autres ! Comme on a grandi !» Elle riait au souvenir de leur jeu d'autrefois. C'était elle encore qui changeait le moins, car elle restait galopin malgré ses 21 ans, toujours souple et mince comme un sion de peuplier, avec sa gorge de petite fille. La rencontre l'amusant, elle les embrassa l'un après l'autre. « On est toujours amis, pas vrai ?» Et elle aurait bien voulu, s'ils avaient voulu, seulement pour la joie de se retrouver, comme on trinque lorsqu'on se revoit. « Écoute, dit Nénesse, en manière de farce, je vas peut-être acheter la boutique aux Charles. Viens-tu y travailler ?» Du coup, elle cessa de rire. Elle suffoqua, éclata en larmes. Les ténèbres de la route semblèrent la reprendre. Elle disparut, en bégayant dans un désespoir d'enfant. « Oh, c'est cochon, je ne t'aime plus !» Delphin était resté muet et il se remit à marcher d'un air de décision. « Viens donc, je vas te montrer quelque chose de drôle. » Alors, il pressa le pas, quitta le chemin pour gagner, à travers les vignes, la maison où la commune avait logé le garde champêtre, depuis que le presbytère était rendu au curé. C'était là qu'il habitait avec son père. Il fit entrer son compagnon dans la cuisine, où il alluma une chandelle, content que ses parents ne fussent pas de retour encore. « Nous allons boire un coup, déclara-t-il en posant sur la table 2 verres et 1 litre. Puis, après avoir bu, il fit claquer sa langue. Il ajouta « C'est donc pour te dire que, s'ils croient me tenir avec leur mauvais numéro, ils se trompent. Lorsqu'à la mort de notre oncle Michel, j'ai dû aller vivre 3 jours à Orléans, j'ai failli en claquer. Tant ça me rendait malade de n'être plus chez nous, hein? Tu trouves ça bête, mais que veux-tu? C'est plus fort que moi. Je suis comme un arbre qui crève quand on l'arrache. Et il me prendrait, il m'emmènerait au diable, dans des endroits que je ne connais seulement pas. Ah non, ah non !» Nénesse, qui l'avait souvent entendu parler ainsi, haussa les épaules. « On dit ça, puis on part tout de même. Il y a les gendarmes. » Sans répondre, Delphin s'était tourné et avait empoigné de la main gauche, contre le mur, une petite hache qui servait à fendre les bûchettes. Ensuite, tranquillement, il posa l'index de sa main droite au bord de la table. Et, d'un coup sec, le doigt sauta. « V'là ce que j'avais à te montrer. Je veux que tu puisses dire aux autres si un lâche en ferait autant.
« Nom de Dieu de maladroit !» cria Nénesse, bouleversée. « Est-ce qu'on s'estropie ? T'es plus un homme !»« Je m'en fous. Qu'ils viennent, les gendarmes. Je suis sûr de ne pas partir. » Et il ramassa le doigt coupé, le jeta dans le feu de souche qui brûlait. Puis, après avoir secoué sa main toute rouge, il l'enveloppa rudement de son mouchoir, qu'il serra avec une ficelle afin d'arrêter le sang. « Faut pas que ça nous empêche de finir la bouteille, avant d'aller retrouver les autres. À ta santé. » « À ta santé. » Chez Langaigne, dans la salle du cabaret, on ne se voyait plus, on ne s'entendait plus, au milieu de la fumée et des gueulements. Outre les garçons qui venaient de tirer, il y avait foule. Jésus-Christ et son ami Canon, occupés à débaucher le père Fouan, tous les trois autour d'un litre d'eau-de-vie. Bécu, trop saoul, achevé par la mauvaise chance de son fils, foudroyé de sommeil sur une table. Delhomme et Clou, qui faisait un piquet, sans compter Lequeux, le nez dans un livre, qu'il affectait de lire, malgré le vacarme. Une batterie de femmes avait encore échauffé les têtes. Flore étant allée à la fontaine chercher une cruche d'eau fraîche, et y ayant rencontré Celina, qui s'était ruée sur elle à coups d'ongles en l'accusant d'être payée par les gabelous pour vendre les voisins. Maqueron et Langaigne, accourus, avaient failli se cogner aussi. Le premier jurait à l'autre de le faire pincer en train de mouiller son tabac, le second ricanait, lui jetait sa démission à la tête. Et tout le monde s'en était mêlé, par plaisir de serrer les poings et de crier fort, si bien qu'un instant on avait pu craindre un massacre général. C'était fini, mais il en restait une colère mal contentée, un besoin de bataille. D'abord, ça manqua d'éclater entre Victor, le fils de la maison, et les conscrits. Lui, ayant fait son temps, crânait devant ses gamins, braillait plus haut, les poussait à des paris imbéciles, de vider dans l'air un litre au fond de sa gorge, ou encore de pomper son verre plein avec le nez, sans qu'une goutte passât par la bouche. Tout d'un coup, à propos des Maqueron et du mariage prochain de leur fille, Berthe, le petit au couillot rigola de « n'en a pas », fit le farceur en reprenant les vieilles plaisanteries. Voyons, faudrait demander ça au mari le lendemain. En avait-elle, oui ou non? On en causait depuis si longtemps, c'était bête à la fin. Et l'on fut surpris de la brusque colère de Victor, qui, autrefois, était le plus acharné à dire qu'elle n'en avait pas. « En v'là assez, elle en a !» Une clameur accueillit cette affirmation. Il l'avait donc vue, il avait couché avec, mais il s'en défendit formellement. On peut bien voir sans toucher. Il s'était arrangé pour ça un jour que l'idée d'éclaircir la chose le tourmentait. Comment ? Ça ne regardait personne. Elle en a, parole d'honneur. Alors, ce fut terrible, lorsque le petit au couillot, très soûl, s'entêta à crier qu'elle n'en avait pas, sans savoir, simplement pour ne pas céder. Victor hurlait que lui aussi avait dit ça, que s'il ne le disait plus, ce n'était point par idée de soutenir les Maqueron, ces sales canailles. C'était parce que la vérité est la vérité. Et il tomba sur le conscrit. On dut le lui arracher des mains. « Dis qu'elle en a, nom de Dieu, ou je te crève !» Bien du monde, d'ailleurs, garda un doute. Personne ne s'expliquait l'exaspération du fils au Langaigne, car il était dur aux femmes d'ordinaire. Il reniait publiquement sa sœur, que des sales noces, disait-on, avaient conduite à l'hôpital. Cette pourrie de Suzanne, elle faisait bien de ne pas venir les empoisonner de sa carcasse. Flore remonta du vin, mais on eut beau trinquer de nouveau, des injures et des gifles restaient dans l'air. Pas un n'aurait lâché pour aller dîner. Quand on boit, on n'a pas faim. Les conscrits entonnèrent un chant patriotique, accompagné de tels coups de poing sur les tables que les 3 lampes à pétrole clignotaient en crachant leur fumée âcre. On étouffait. Delhomme et Clou se décidèrent à ouvrir la fenêtre, derrière eux. Et ce fut à ce moment que Buteau entra, se glissa dans un coin. Il n'avait pas son air provoquant d'habitude. Il promenait ses petits yeux troubles, regardait les gens l'un après l'autre. Sans doute, il venait aux nouvelles, ayant le besoin de savoir, ne pouvant plus tenir chez lui, où il vivait enfermé depuis la veille. La présence de Jésus-Christ et de Canon parut l'impressionner, au point qu'il ne leur chercha pas querelle d'avoir saoulé le père Fouan. Longtemps aussi, il sonda Delhomme, mais Bécu endormi, que l'affreux tapage ne réveillait pas,
le préoccupait surtout. Dormait-il ou faisait-il le malin ? Il le poussa du coude. Il se tranquillisa un peu en remarquant qu'il bavait le long de sa manche. Toute son attention, alors, se concentra sur le maître d'école, dont le visage le frappait, extraordinaire. Qu'avait-il donc à n'avoir pas sa figure de tous les jours ? En effet, le queue, bien qu'il feignît de s'isoler dans sa lecture, était secoué de sursauts violents. Les conscrits, avec leur chant, leur joie imbécile, le jetaient hors de lui. « Bougre de brute !» murmura-t-il en se contenant encore. Depuis quelques mois, sa situation se gâtait dans la commune. Il avait toujours été rude et grossier à l'égard des enfants, qu'il renvoyait d'une claque au fumier paternel. Mais ses emportements s'aggravaient. Il s'était fait une vilaine histoire avec une petite fille, en lui fendant l'oreille d'un coup de règle. Des parents avaient écrit pour qu'on le remplaçât. Et, là-dessus, le mariage de Berthe Macqueron venait de détruire un ancien espoir, des calculs lointains qu'il croyait près d'aboutir. Ah, ces paysans, cette sale race qui lui refusait ses filles, et qui allait le priver de son pain pour l'oreille d'une gamine. Brusquement, comme s'il était au milieu de sa classe, il tapa son livre dans sa main ouverte. Il cria aux conscrits. « Un peu de silence, nom de Dieu ! Ça vous paraît donc bien drôle de vous faire casser la gueule par les Prussiens ?» On s'étonna. On tourna les yeux vers lui. Certes, non, ce n'était pas drôle. Tous en convinrent. Delhomme répéta cette idée que chacun devrait défendre son champ. Si les Prussiens venaient en Beauce, ils verraient bien que les Beaucerons n'étaient pas des lâches. Mais s'en aller se battre pour les champs des autres, non, non. Ce n'était pas drôle. Justement, Delphin, suivi de Nénesse, arrivait, très rouge, les yeux brûlants de fièvre. Il entendit. Il s'attabla avec les camarades en criant « C'est ça, qu'ils viennent, les Prussiens, et ce qu'on en démolira !» On avait remarqué le mouchoir ficelé autour de son poing. On le questionnait. Rien, une coupure. Violemment, de son autre poing, il ébranla la table. Il commanda 1 litre. Canon et Jésus-Christ regardaient ces garçons, sans colère, d'un air de pitié supérieur. Eux aussi jugeaient qu'il fallait être jeune et joliment bête. Même Canon finit par s'attendrir, dans son idée d'organiser le bonheur futur. Il parla tout haut, le menton entre les 2 mains. « La guerre, ah, foutre! Il est temps que nous soyons les maîtres. Vous savez mon plan. Plus de service militaire, plus d'impôts. À chacun la satisfaction complète de ses appétits, pour le moins de travail possible. Et ça va tenir. Le jour approche, où vous garderez vos sous et vos petits, si vous êtes avec nous. » Jésus-Christ approuvait, lorsque le queue, qui ne se contenait plus, éclata. « Ah oui, sacré farceur, votre paradis terrestre, votre façon de forcer le monde à être heureux malgré lui. En voilà une blague. Est-ce que ça se peut chez nous ? Est-ce que nous ne sommes pas trop pourris déjà ? Il faudrait que des sauvages vinssent nous nettoyer d'abord, des Cosaques ou des Chinois. » Cette fois, la surprise fut si vive qu'il se fit un complet silence. Quoi donc ? Il parlait, ce sournois, ce pisse froid qui n'avait jamais montré à personne la couleur de son opinion et qui se sauvait dans la crainte de ses supérieurs dès qu'il s'agissait d'être un homme. Tous écoutaient, surtout Buteau, anxieux, attendant ce qu'il allait dire, comme si ces choses pouvaient avoir un lien avec l'affaire. La fenêtre ouverte avait dissipé la fumée, la douceur humide de la nuit entrait, on sentait au loin la grande paix noire de la campagne endormie. Et le maître d'école, gonflé de sa réserve peureuse de 10 années, se moquant de tout à cette heure, dans le coup de rage de sa vie compromise, se soulageait enfin de la haine dont il étouffait. « Est-ce que vous croyez, les gens d'ici plus bêtes que leurs veaux, à venir raconter que les alouettes leur tomberont rôties dans le bec ? Mais avant que vous organisiez votre machine, la terre aura claqué, tout sera foutu. » Sous la rudesse de cette attaque, Canon, qui n'avait pas encore trouvé son maître, chancela visiblement. Il voulut reprendre ses histoires des messieurs de Paris, tout le sol à l'état, la grande culture scientifique. L'autre lui coupa la parole. « Je sais, des bêtises. Quand vous l'essayerez, votre culture, il y aura beau temps que les plaines de France auront disparu, noyées sous le blé d'Amérique. Tenez, ce petit livre que je lisais,
donne justement des détails là-dessus. Ah, nom de Dieu, nos paysans peuvent se coucher, la chandelle est morte. » Et, de la voix dont il aurait fait une leçon à ses élèves, il parla du blé de là-bas, des plaines immenses, vastes comme des royaumes, où la Beauce se serait perdue, ainsi qu'une simple motte sèche. Des terres si fertiles qu'au lieu de les fumer, il fallait les épuiser par une moisson préparatoire, ce qui ne les empêchait pas de donner 2 récoltes. Des fermes de 30 000 hectares, divisées en sections, subdivisées en lots, chaque section sous un surveillant, chaque lot sous un contremaître, pourvu de baraquements pour les hommes, les bêtes, les outils, les cuisines. Des bataillons agricoles embauchés au printemps, organisés sur un pied d'armée en campagne, vivant en plein air, logés, nourris, blanchis, médicamentés, licenciés à l'automne. Des sillons de plusieurs kilomètres à labourer et à semer, des mers d'épis à abattre dont on ne voyait pas les bords. L'homme simplement chargé de la surveillance. Tout le travail fait par les machines, charrues doublement armées de disques tranchants, semoirs et sarcloirs, moissonneuses lieuses, batteuses locomobiles avec élévateurs de paille et ensacheurs. Des paysans qui sont des mécaniciens, un peloton d'ouvriers suivant à cheval chaque machine, toujours prêts à descendre, serrer un écrou, changer un boulon, forger une pièce. Enfin, la terre devenue une banque, exploitée par des financiers, la terre mise en coupe réglée, tondue ras, donnant à la puissance matérielle et impersonnelle de la science le décuple de ce qu'elle discutait à l'amour et au bras de l'homme. « Et vous espérez lutter avec vos outils de 4 sous, continua-t-il. Vous qui ne savez rien, qui ne voulez rien, qui croupissez dans votre routine. Ah oui, vous en avez jusqu'aux genoux, du blé de là-bas. Et ça grandira, les bateaux en apporteront toujours davantage. Attendez un peu, vous en aurez jusqu'au ventre, jusqu'aux épaules, puis jusqu'à la bouche, puis par-dessus la tête. Un fleuve, un torrent, un débordement où vous crèverez tous. » Les paysans arrondissaient les yeux, gagnés d'une panique, à l'idée de cette inondation du blé étranger. Ils en souffraient déjà. Est-ce qu'ils allaient en être noyés et emportés, comme ce bougre l'annonçait ? Cela se matérialisait pour eux. Rogne, leurs champs, la Beauce entière était engloutie. « Non, non, jamais !» cria Delhomme, étranglé. « Le gouvernement nous protégera. »« Un beau merle, le gouvernement !» reprit Lequeux d'un air de mépris. « Qu'il se protège donc lui-même. Ce qui est farce, c'est que vous avez nommé M. Rochefontaine. Le maître de la Borderie, au moins, était conséquent avec ses idées, en voulant M. de Chetteville. L'un ou l'autre, d'ailleurs, c'est le même emplâtre sur une jambe de bois. Pas une chambre n'osera voter une surtaxe assez forte. La protection ne peut vous sauver. Vous êtes foutus. Bonsoir. » Alors il y eut un grand tumulte. Tous parlaient à la fois. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'empêcher d'entrer, ce blé de malheur ? On coulerait les bateaux dans les ports, on irait recevoir à coups de fusil ceux qui l'apportaient. Leurs voix devenaient tremblantes. Ils auraient tendu les bras, pleurant, suppliant qu'on les sauvât de cette abondance, de ce pain à bon marché qui menaçait le pays. Et le maître d'école, avec des ricanements, répondait qu'on n'avait jamais vu ça. Autrefois, l'unique peur était la famine. Toujours on craignait de n'avoir pas assez de blé. Et il fallait être vraiment fichu pour en arriver à craindre d'en avoir trop. Il se grisait de ces paroles, il dominait les protestations furieuses. « Vous êtes une race finie. L'amour imbécile de la terre vous a mangé, oui. Du lopin de terre dont vous restez l'esclave, qui vous a rétréci l'intelligence, pour qui vous assassineriez. Voilà des siècles que vous êtes mariés à la terre, et qu'elle vous trompe. Voyez, en Amérique, le cultivateur est le maître de la terre. Aucun lien ne l'y attache, ni famille, ni souvenir. Dès que son champ s'épuise, il va plus loin. Apprend-il qu'à 300 lieues, on a découvert des plaines plus fertiles, il plie sa tente, il s'y installe. C'est lui qui commande enfin, et qui se fait obéir grâce aux machines. Il est libre, il s'enrichit, tandis que vous êtes des prisonniers et que vous crevez de misère. » Buteau pâlissait. Lequeux l'avait regardé en parlant d'assassinat. Il tâcha de faire bonne contenance. « On est comme on est. À quoi ça sert de se fâcher, puisque vous dites vous-même que ça ne changerait rien ?» Delhomme approuva, tous recommencèrent à rire, Langaigne, Clou, Fouan,
Delphin lui-même et les conscrits, que la scène amusait, dans l'espoir que ça finît par des claques. Canon et Jésus-Christ, vexés de voir ce chieur d'encre, comme ils le nommaient, crier plus fort qu'eux, affectèrent aussi de rigoler. Ils en étaient à se mettre avec les paysans. « C'est idiot de se fâcher, » déclara Canon en haussant les épaules. « Il faut organiser. » Le queue eut un geste terrible. « Eh bien, moi je vous le dis à la fin. Je suis pour qu'on foute tout par terre. » Il avait la face livide. Il leur jetait ça comme s'il avait voulu les en assommer. « Sacré lâche, oui, les paysans, tous les paysans. Quand on songe que vous êtes les plus nombreux et que vous vous laissez manger par les bourgeois et par les ouvriers des villes, nom de Dieu, je n'ai qu'un regret, celui d'avoir un père et une mère paysans. C'est pour ça peut-être que vous me dégoûtez davantage. Car, il n'y a pas à dire, vous seriez les maîtres. Seulement, voilà, vous ne vous entendez guère, ensemble, isolés, méfiants, ignorants. Vous mettez toute votre canaillerie à vous dévorer entre vous. Hein? Qu'est-ce que vous cachez dans votre eau dormante? Vous êtes donc comme les mares qui croupissent. On les croit profondes, on ne peut pas y noyer un chat. Être la force sourde, la force dont on attend l'avenir, et ne pas plus grouiller qu'une bûche. Avec ça, l'exaspérant, c'est que vous avez cessé de croire au curé. Alors, s'il n'y a pas de bon Dieu, qu'est-ce qui vous gêne? Tant que la peur de l'enfer vous a tenu, on comprend que vous soyez resté à plat ventre. Mais maintenant, allez donc, pillez tout, brûlez tout. Et en attendant, ce qui serait plus facile et plus drôle, mettez-vous en grève. Vous avez tous des sous, vous vous entêterez aussi longtemps qu'il faudra. Ne cultivez que pour vos besoins, ne portez plus rien au marché, pas un sac de blé, pas un boisseau de pommes de terre. Ce qu'on crèverait à Paris. Quel nettoyage, nom de Dieu! On aurait dit que, par la fenêtre ouverte, un coup de froid entrait, venu de loin, des profondeurs noires. Les lampes à pétrole filaient très haut. Personne n'interrompait plus l'enragé, malgré les mauvais compliments qu'il faisait à chacun. Il finit en gueulant, en cognant son livre sur une table dont les verres tintaient. « Je vous dis ça, mais je suis tranquille. Vous avez beau être lâche, c'est vous autres qui foutrez tout par terre quand l'heure viendra. Il en a été souvent ainsi. Il en sera de même encore. Attendez que la misère et la faim vous jettent sur les villes comme des loups. Et ce blé qu'on amène, l'occasion est peut-être bien là. Quand il y en aura de trop, il n'y en aura pas assez. On reverra les disettes. C'est toujours pour le blé qu'on se révolte et qu'on se tue. Oui, oui, les villes brûlées et rasées, les villages déserts, les terres incultes, envahies par les ronces, et du sang, des ruisseaux de sang, pour qu'elles puissent redonner du pain aux hommes qui naîtront après nous. » Le queue, violemment, avait ouvert la porte. Il disparut. Derrière lui, dans la stupeur, un cri monta. « Ah, le brigand! On aurait dû le saigner! Un homme si tranquille jusque-là! Bien sûr qu'il devenait fou! » Sorti de son calme habituel, Delhomme déclara qu'il allait écrire au préfet, et les autres l'y poussèrent. Mais c'était surtout Jésus-Christ et son ami Canon qui semblaient hors d'eux, le premier avec son 89, sa devise humanitaire de liberté, égalité et fraternité, le second avec son organisation sociale, autoritaire et scientifique. Ils en restaient pâles, exaspérés de n'avoir pas trouvé un mot à répondre, s'indignant plus fort que les paysans, criant qu'un particulier de cette espèce, on devrait le guillotiner. Buteau, devant tout le sang que ce furieux avait demandé, ce fleuve de sang qu'il lâchait du geste sur la terre, s'était levé dans un frisson, la tête agitée de secousses nerveuses, inconscientes, comme s'il approuvait. Puis il se coula le long du mur, le regard oblique pour voir si on ne le suivait pas, et il disparut à son tour. Tout de suite, les conscrits recommencèrent leurs noces. Ils vociféraient, ils voulaient que Flore leur fît cuire des saucisses, lorsque Nénesse les bouscula en leur montrant Delphin qui venait de tomber évanoui, le nez sur la table. Le pauvre bougre était d'une blancheur de linge. Son mouchoir, glissé de sa main blessée, se tachait de plaques rouges. Alors on hurla dans l'oreille de Bécu, toujours endormi, et il s'éveilla enfin. Il regarda le poing mutilé de son garçon. Sans doute il comprit, car il empoigna un litre pour l'achever, gueulait-il. Ensuite, lorsqu'il l'eut emmené, chancelant, on l'entendit dehors, au milieu de ses jurons, éclater en larmes. Ce soir-là,
Hourdequin, ayant appris au dîner l'accident de Françoise, vint à Rognes demander des nouvelles, par amitié pour Jean. Sorti à pied, fumant sa pipe dans la nuit noire, roulant ses chagrins au milieu du grand silence, il descendit la côte, avant d'entrer chez son ancien serviteur, calmé un peu, désireux d'allonger la route. Mais, en bas, la voix de Lequeux, que la fenêtre ouverte du cabaret semblait souffler aux ténèbres de la campagne, l'arrêta, immobile dans l'ombre. Puis, lorsqu'il se fut décidé à remonter, elle le suivit. Et, maintenant encore, devant la maison de Jean, il l'entendait, aminci et comme aiguisé par la distance, toujours aussi nette, d'un fil tranchant de couteau. Dehors, à côté de la porte, Jean était adossé au mur. Il ne pouvait plus rester près du lit de Françoise. Il étouffait. Il souffrait trop. « Eh bien, mon pauvre garçon, demanda Hourdequin, comment va-t-il chez vous ?» Le malheureux eut un geste accablé. « Ah, monsieur, elle se meurt !» Et ni l'un ni l'autre n'en dirent davantage. Le grand silence retomba, tandis que la voix de Lequeux montait toujours, vibrante, obstinée. Au bout de quelques minutes, le fermier, qui écoutait malgré lui, laissa échapper ces mots de colère. « Hein ? L'entendez-vous gueuler, celui-là ? Comme c'est drôle, ce qu'il dit, quand on est triste. » Tous ses chagrins l'avaient repris, à cette voix effrayante, près de cette femme qui agonisait. La terre qu'il aimait tant, d'une passion sentimentale, intellectuelle presque, l'achevait depuis les dernières récoltes. Sa fortune y avait passé. Bientôt la borderie ne lui donnerait même plus de quoi manger. Rien n'y avait fait, ni l'énergie, ni les cultures nouvelles, les engrais, les machines. Il expliquait son désastre par son manque de capitaux. Encore doutait-il, car la ruine était générale. Les Robiquet venaient d'être expulsés de la chamade dont ils ne payaient pas les fermages. Les Coquards allaient être forcés de vendre leur ferme de Saint-Just. Et pas moyen de briser la geôle. Jamais il ne s'était senti davantage le prisonnier de sa terre. Chaque jour l'argent engagé, le travail dépensé l'y avait rivé d'une chaîne plus courte. La catastrophe approchait, qui terminerait l'antagonisme séculaire de la petite propriété et de la grande, en les tuant toutes les deux. C'était le commencement des temps prédits, le blé au-dessous de 16 francs, le blé vendu à perte, la faillite de la terre, que des causes sociales amenaient, plus fortes décidément que la volonté des hommes. Et, brusquement, Hourdequin, saignant dans sa défaite, approuva Lequeux. « Nom de Dieu, il a raison. Que tout craque, que nous crevions tous, que les ronces poussent partout, puisque la race est finie et la terre épuisée. » Il ajouta, en faisant allusion à Jacqueline. « Moi, heureusement, j'ai sous la peau un autre mal qui m'aura cassé les reins avant ça. » Mais, dans la maison, on entendit la grande et la Frima marcher, chuchoter. Jean frissonna à ce léger bruit. Il rentra. Trop tard. Françoise était morte, peut-être depuis longtemps. Elle n'avait pas rouvert les yeux, pas desserré les lèvres. La grande venait simplement de s'apercevoir qu'elle n'était plus, en la touchant. Très blanche, la face amincie et têtue, elle semblait dormir. Debout au pied du lit, Jean la regarda, hébété d'idées confuses. La peine qu'il avait, la surprise qu'elle n'eût pas voulu faire de testament, la sensation que quelque chose se brisait et finissait dans son existence. À ce moment, comme Hourdequin, après avoir salué en silence, s'en allait, assombri encore, il vit, sur la route, une ombre se détacher de la fenêtre et galoper au fond des ténèbres. L'idée lui vint de quelques chiens rôdeurs. C'était Buteau qui, monté pour guetter la mort, courait l'annoncer à Lise.